veille déjà, il avait pris la fuite lors d'un contrôle de police. Un jeune homme de 19 ans a été abattu par la police lors d'un contrôle routier hier soir mercredi dans le 3e arrondissement de Marseille. D'abord les faits avec Lucas Brousse. Il est 18h30, rue Fortuné-Jourdain à la Belle de Mai, dans ce quartier populaire de Marseille, quand 3 agents de police décident de contrôler un véhicule. L'individu avait déjà été repéré la veille pour un premier refus d'obtempérer. Cette fois encore, il tente de s'échapper et heurte un policier adjoint en faisant marche arrière avec son véhicule. Réplique immédiate d'un autre agent qui ouvre le feu à travers la portière. La victime est touchée en plein cœur. À l'arrivée des marins-pompiers, l'homme se trouve en arrêt cardio-respiratoire. Il succombera à ses blessures quelques heures plus tard. Rapidement, la police judiciaire et la police scientifique sont dépêchées sur place et procèdent aux premières constatations. 2 enquêtes ont été ouvertes. La première est confiée à la police judiciaire. Quant à la seconde, c'est l'IGPN, la police des polices, qui a été saisie. J'accueille Bruno Bartocchetti, bonsoir. Vous êtes membre du syndicat SGP Police FO Sud. Tout d'abord, il y a des enquêtes ouvertes, évidemment, à chaque fois que des faits comme ceux-ci se produisent. À quoi vont servir ces enquêtes? Que doivent-elles déterminer? Bonsoir. Vous savez, effectivement, il y a toujours une enquête, que ce soit par la police judiciaire ou par l'IGPN. C'est une procédure tout à fait logique, tout à fait normale, dans un cadre comme celui-ci. D'ailleurs, un cadre de légitime défense, pour nous, sans discussion aucune, aux faits qui sont relatés, que vous avez d'ailleurs très bien relaté sur l'antenne. Ça s'est passé exactement comme ça, dans un cadre de légitime défense. Le policier a tiré pour protéger son collègue qui a été blessé et qui pouvait succomber justement à des blessures plus graves si on n'avait pas neutralisé cet individu déterminé pour en découdre avec la police nationale. Mais l'enquête est en cours et c'est tout à fait normal qu'il y en ait une et elle aboutira de toute façon, ça nous semble évident, à une légitime défense. Ce que j'aimerais qu'on retienne également, c'est que dans ce genre de situation, pour un policier, même s'il utilise son arme à feu dans le cadre d'une légitime défense, c'est toujours beaucoup d'émotions. C'est vraiment pas agréable d'utiliser son arme à feu, mais dans des circonstances comme celle-ci, c'était incontournable. Vous dites que vous n'avez pas de doute sur la légitime défense alors que l'enquête ne fait que commencer. Quels sont les éléments qui font que vous n'avez pas de doute sur cette légitime défense? Parce que si on a bien compris, le conducteur cherchait à prendre la fuite. Alors, on n'a pas de doute, ça n'engage que notre expérience professionnelle au sein de notre organisation syndicale. Il cherchait à prendre la fuite, mais avant de prendre la fuite, il enclenche, à notre connaissance, une marche arrière pour heurter un policier. À partir du moment où on tente dans un refus d'obtempérer, de toucher un policier avec son véhicule, le véhicule devient une arme par destination. Donc pour nous, ça fait aucun doute. Bien sûr, l'enquête va confirmer ou pas mes propos, mais je serais très surpris que notre collègue soit ennuyé à l'issue de cette procédure. Ce qu'on aimerait retenir également, ce que je vous invite à retenir, c'est que des refus d'obtempérer en France, nous en avons environ toutes les 20 minutes. Et nous sommes toujours très très exposés et très régulièrement, nous neutralisons des véhicules sans pour autant faire feu. Mais là, dans ces circonstances, c'était ou le conducteur ou alors un des policiers justement en position de contrôle autour de ce véhicule. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le profil de cet homme qui était très jeune, il avait 19 ans je crois? Voilà, très très jeune. Alors lorsqu'on a quelque chose à se reprocher, on refuse le contrôle bien souvent. À ma connaissance, connu des services de police, je ne sais pas quel fait exactement, je pourrais pas rentrer trop dans les détails. La veille déjà, il avait refusé le contrôle. Cette fois-ci, il repartait pour la même chose, pour un refus d'obtempérer, et il a été neutralisé par les policiers. Mais j'en sais pas plus concernant ce jeune homme et sur son parcours jusqu'à hier. Mais il était recherché ou bien il s'agissait au départ d'un simple contrôle de routine? Alors, le véhicule avait été remarqué la veille, puisqu'il avait été justement, le conducteur de ce véhicule avait refusé le contrôle. Donc, véhicule identifié, on procède à un contrôle à partir du moment où on le repère et on se retrouve dans le même cas de figure que la veille. Donc, forcément, à partir du moment où la veille, le conducteur avait refusé de se faire interpeller par la police, on était dans une recherche et dans un cadre juridique tout à fait logique, bien sûr, au cours de notre travail.
vous nous expliquez que les refus d'obtempérer sont extrêmement courants. Est-ce qu'ils sont en hausse et est-ce que ce sont des situations qui traditionnellement sont considérées comme particulièrement à risque ? Alors, il y a de plus en plus de refus d'obtempérer. C'est un fait. Ça peut être aussi dû vous savez, à des défauts d'assurance et des défauts de permis de conduire. Malheureusement, ce ne sont pas forcément que des personnes qui sont connues et fichées dans le grand banditisme. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de refus d'obtempérer. Et c'est vrai que forcément, ça nous met en difficulté, ça nous met en danger dans la plupart des cas, parce que lorsqu'on doit contrôler un véhicule, le conducteur, pour s'arrêter, doit nous identifier, doit nous reconnaître en tant que policier ou gendarme, et nous nous mettons bien souvent en position de sécurité, mais face au véhicule que nous voulons contrôler. Donc pour le conducteur, lorsqu'il refuse de se faire contrôler, lorsqu'il décide de prendre la fuite, il prend tous les risques, et les risques pour lui, mais aussi pour les policiers qui sont devant les véhicules. Alors, le jeune homme qui est mort hier soir au volant de sa voiture a blessé également un agent de police, donc pas celui qui a ouvert le feu, mais a blessé un autre agent de police, légèrement blessé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et est-ce qu'il va mieux? Est-ce qu'il est sorti de l'hôpital? Oui, voilà, il a été légèrement blessé, ça va nettement mieux. Ce qui est à retenir, c'est que dans un cadre comme celui-ci, les policiers sont extrêmement choqués. Moi, je pense bien sûr à ce jeune policier qui est blessé, qui aurait pu y laisser la vie. Moi, je vous parle, je ne sais pas s'il est sorti de l'hôpital, mais ça va nettement mieux, ça c'est sûr. Mais je pense aussi à mon collègue qui est profondément choqué parce qu'il a fait usage de son arme à feu. Même si tout est, vous savez, même quand c'est carré, comme on emploie dans notre jargon policier, lorsque la procédure est carrée, c'est vraiment pas un plaisir de neutraliser un individu au point de lui ôter la vie. Même si on n'a rien à se reprocher, même si on n'a pas à culpabiliser, c'est profondément choquant pour un policier de faire usage de son arme. Et c'est choquant aussi, bien sûr, pour l'ensemble de la patrouille, de l'équipage. Merci Bruno Bartocchetti du syndicat SGP Police FO en région PACA d'avoir été notre invité ce soir.